Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Donc, bienvenue au webinaire qui va aujourd'hui porter sur l'efficacité énergétique, mais surtout l'efficacité énergétique comme moteur de croissance. Comme vous savez, il y a eu récemment toutes les audiences publiques concernant le projet de loi 69 pour la réforme sur la réglementation de l'énergie au Québec. On a eu beaucoup de témoins qui ont comparu devant la commission, dont la Charte de gestion du secteur de l'énergie, plusieurs gens qui représentaient certains secteurs industriels ou d'autres organisations. Puis tout le monde était pas mal d'accord là, sur le point qu'il fallait qu'on mette de l'avant davantage l'efficacité énergétique et non juste des projets pour faire la production de nouvelles sources d'énergie parce que l'efficacité énergétique est en soi elle-même une réserve d'énergie si on est capable de puiser dedans. Donc, on voulait, par ce fait même, inviter des gens qui, eux, représentent l'industrie de l'efficacité énergétique pour leur donner l'occasion de participer et de montrer, en fait, à quel point que c'est important, puis qu'il y a aussi de la richesse là, à créer à travers ces approches-là. On va présenter, entre autres, les conditions, les solutions d'investissement qui sont novatrices, qui font de l'efficacité énergétique un moteur de croissance, entre autres dans le secteur du bâtiment, mais aussi on va toucher au secteur de l'industrie. Donc, les conférenciers sont François Dussault, qui est président du Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique, donc le CQ3E. Ensuite, on a Saif Bellani, qui est directeur général à l'investissement à fonds d'action, gestion d'actifs, qui sont en fait ceux qui ont instigé Sofiac, qui est en fait, le prochain, le dernier, en fait, conférencier, qui est Michel Métaux, que lui, c'est le directeur général de la Société de financement et d'accompagnement en performance énergétique, la Sofiac, qui finance, entre autres, des projets d'efficacité énergétique dans des grands bâtiments. Donc, la conférence va durer 1 heure. On a 40 minutes de présentation. Ensuite, on va avoir 15-20 minutes de questions. Les questions, vous pouvez les soumettre en tout temps dedans la fonction là, Q et R en bas de la page et je vais les prendre. Si vous avez une question spécifique à un conférencier, juste indiquez le nom et suivi de la question et je pourrai l'adresser à ce moment. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à François Dussault pour sa présentation. Si vous pouvez juste partager votre écran et moi, je vais éteindre mon micro et ma caméra pour vous laisser la place. Parfait. Alors, merci beaucoup, Joanne. Je vais effectivement partager mon écran à l'instant, que vous devriez voir apparaître. Et je me mets en mode présentation. Voilà. OK. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et merci à Joanne et à la chaire de nous donner la tribune. Comme Joanne l'a si bien dit, dans les dernières audiences là, de la commission parlementaire sur le projet de loi 69, on a manqué un petit peu d'espace. On a déposé un mémoire, mais on n'a pas été entendu en audience. Alors, c'est symptomatique justement de ce que Joanne mentionnait. À l'effet que l'efficacité énergétique ne trouve pas toujours sa place dans les forums de décision. Alors, malgré qu'on dit le contraire parfois, mais voilà. Alors, je vais commencer rapidement. Le temps est bien compté par vous présenter le CQ3E, Conseil québécois des entreprises en efficacité énergétique. Alors, le conseil a été fondé en juin 2019. On a comme quelques années derrière la cravate, mais pas tant que ça. On est une jeune association bénévole, essentiellement, de fournisseurs. Alors, le dénominateur commun, c'est que nous sommes des fournisseurs de services, de solutions, de produits dans le domaine de l'efficacité énergétique. Alors, ce n'est pas une organisation qui regroupe les distributeurs d'énergie, les ministères, les gestionnaires immobiliers. En fait, tous ces gens-là sont notre public cible. Alors, nous sommes des fournisseurs de services, solutions et produits. Et ce qu'on aime dire pour bien se caractériser, c'est qu'on est des joueurs sur le terrain. On réalise des projets, les membres, les entreprises membres sont des acteurs de terrain.
Et juste rapidement, aujourd'hui, on a une association qui est formée de 33 entreprises et non les moindres, il faut bien le dire. On est des joueurs très actifs et pertinents dans ce marché-là. Et c'est important pour nous. On représente à peu près, c'est difficile à mettre des chiffres précis là-dessus, mais au moins 3000 employés à travers les membres de notre association et un chiffre d'affaires potentiellement de 1,5 milliard de dollars par année. Donc, c'est quand même des joueurs très importants. Puis vous voyez l'échantillonnage, entrepreneurs, fournisseurs, firmes de génie conseil, firmes de services intégrés, conception, construction. Donc, très, très bonne représentativité de l'écosystème, si je peux dire, de l'efficacité énergétique. Alors, pour résumer vraiment dans une phrase, qu'est-ce que c'est notre vision, puis pourquoi on pense on est un acteur important, c'est que nous, on croit fermement que l'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus qu'une posture vertueuse. Tout le monde est pour la vertu, tout le monde est en faveur de l'efficacité énergétique, mais nous, on dit que l'efficacité énergétique doit être une filière énergétique à part entière, au même titre que la production, que ce soit de la production éolienne, hydraulique, solaire, peu importe. Alors, l'efficacité énergétique est un fournisseur, est un bassin d'énergie disponible pour la transition énergétique et disponible à beaucoup plus court terme que tous les projets de production. Et c'est essentiel qu'on soit considéré comme tel. Alors, qu'est-ce qu'on fait au CQ3E? En fait, on est présent sur la place publique de différentes façons. On est essentiellement une association qui fait de la représentation auprès des acteurs du milieu. Donc, on fait de la veille médiatique, de la veille technologique. On est en relation constante avec les distributeurs d'énergie quand il est question de programmes d'aide, d'appui financier, de faire, disons, intervenir auprès des acteurs du milieu. On est en relation avec des gestionnaires immobiliers, que ce soit BOMA, l'IDU et des gestionnaires immobiliers individuels. On fait des publications, on publie des mémoires, on prend la parole, on publie des posts, on participe à des audiences publiques et on a aussi des chantiers spécifiques qu'on s'est donnés sur différents sujets qui nous intéressent particulièrement. Alors, parmi nos actions, l'élément phare, notre publication phare, qui date déjà du mois d'août 2023, mais qui est encore totalement d'actualité aujourd'hui, c'est le manifeste. On a choisi un mot fort pour se démarquer. Donc, le manifeste sur la décarbonation des bâtiments du Québec. Il y a le lien ici. On a un site web. Là, nos publications sont toutes accessibles via notre site web. Alors, le manifeste pour la décarbonation, essentiellement, il affirme que l'efficacité énergétique doit reposer sur trois piliers indissociables. L'efficacité énergétique, c'est à la fois la réduction de la consommation, donc réduire les besoins, faire de la récupération d'énergie pour réduire les besoins à la source dans les bâtiments, premièrement. Deuxièmement, de procéder à l'électrification pour éliminer les GES, mais l'électrification, on appelle ça judicieuse, donc avec les bonnes technologies aux bons endroits. Et finalement, le troisième pilier, c'est de gérer la demande de puissance parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est remplacer un problème par un autre. Donc, toute la transition énergétique qui nous pousse, surtout au Québec avec notre énergie verte, qui nous pousse à électrifier, il faut que ça soit fait en prenant en considération qu'on veut minimiser l'impact négatif qu'on a sur le réseau de distributeurs au Québec et des autres distributeurs qui existent au Québec. Alors, c'est une clé, c'est très important de comprendre que nos trois piliers sont indissociables. Nos trois piliers, dans notre manifeste, nous ont amené à formuler 17 recommandations. Je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais les 17 recommandations s'adressent à différents acteurs. Et les recommandations, ben, pour être mises en œuvre, requièrent 10 conditions essentielles. Fait, 3 piliers, 17 recommandations, 10 conditions essentielles. Ce qui était dit en 2023 c'est encore vrai aujourd'hui, puis il faut
continuellement marteler ce message-là. Il y a des obstacles qui existent par rapport à l'efficacité énergétique. Il ne faut pas se le cacher et il faut s'y attaquer. Alors, parmi les obstacles, par exemple, c'est que des fois, on est pris avec des infrastructures existantes dans les bâtiments qui font en sorte qu'il faut s'adapter. Donc, il y a beaucoup de cas par cas. Michel va en parler tantôt. Il y a beaucoup de cas par cas. Il y a des enjeux de réseau électrique à l'intérieur des bâtiments et en provenance du distributeur qui peuvent causer des freins à la transition. Il y a des enjeux aussi au niveau des obstacles au niveau des enveloppes architecturales, parce que les enveloppes architecturales, l'amélioration des enveloppes architecturales, c'est souvent perçu comme un obstacle dans le sens que c'est très difficile d'améliorer dans un bâtiment existant, mais pourtant, il y a des pistes de solutions pour les améliorations d'enveloppes. Un autre obstacle, c'est le manque de compréhension ou de littératie énergétique qu'on dit, nous, de la part de différents acteurs qui ont besoin de comprendre, ne serait-ce que la différence entre une unité de consommation d'énergie et une unité de puissance, kilowatt, kilowattheure. Il y en a qui ont encore du mal chez les gestionnaires immobiliers à bien saisir ces choses, ces nuances-là. Alors, très important que les obstacles soient levés et qu'on s'y attaque. Alors, nos fameuses recommandations, les 17 recommandations sont regroupées selon les trois piliers de la démarche qu'on propose. Et parmi je vais évidemment pas toutes les énumérer, mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a des recommandations qui touchent les lois et règlements, les appuis financiers, la tarification de l'énergie, les choix technologiques et la littératie. Donc, que vous regardez dans n'importe lequel des trois piliers, vous allez retrouver ces différents types de recommandations-là, ces différents regroupements de recommandations-là. Donc, je me permets d'aller vers, disons, la synthèse de la mission du CQ3E. C'est d'affirmer que le secteur bâtiment est un vecteur essentiel parce qu'on parle de transition énergétique, il y a d'autres secteurs, il y a le secteur industriel, il y a le secteur des transports, il y a vraiment plusieurs secteurs en jeu, mais le secteur bâtiment est un vecteur essentiel et il mérite une approche holistique. Pourquoi? Parce que souvent, il y a déjà une bonne part d'énergie dans les bâtiments qui est électrique. Et on peut penser qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'enjeu de réduction de GES, mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a des vases communicants. Donc, à chaque fois qu'on libère un kilowattheure dans un bâtiment, il est disponible pour la décarbonation d'un autre secteur. Donc, on doit avoir une approche holistique qui couvre à la fois les combustibles et l'électricité dans l'effort de transition. Il ne faut pas remplacer le défi de la décarbonation par une impasse dans la livraison de puissance. Je l'ai mentionné tantôt, c'est super important. Et finalement, les joueurs du terrain, tels que les membres du CQ3E, sont des acteurs qui connaissent les solutions, qui les appliquent déjà, puis qui peuvent adapter les projets au cas par cas de chaque situation. Alors ça résume très succinctement, mais c'est vraiment l'essence du CQ3E. Et bon, j'ai dit tantôt qu'on prenait la parole dans différents forums. Donc, sur le PL 69, malheureusement, on n'a pas été entendu en audience, mais on pense quand même que ce qu'on avait à dire était très pertinent, évidemment. Alors, je vais me permettre de faire un petit retour sur notre positionnement. Alors, dans le fond, je résume ça en quelques points de notre mémoire. Alors, dans le projet de loi, il est question d'introduire un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Et là, ça, évidemment, on est favorable à ça. C'est la première fois que c'est exprimé de cette façon-là dans le législatif. Très favorable. Mais on voit bien que dans ça, il n'y a pas beaucoup de place pour l'efficacité énergétique. On parle vraiment de nouvelles productions et c'est fondamental de tout ça. En fait,
un risque. euh, En fait, l'efficacité énergétique, aujourd'hui, c'est l'apanage du ministère de l'LCC, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, vraiment celui qui pilote les initiatives en efficacité énergétique. Et le ministère, le MEIE, Énergie, Économie, Innovation et Énergie, c'est un ministère différent qui pilote la transition au niveau de la production. Alors, le danger, c'est il y a deux partenaires avec le gouvernement qui ont des projets. Alors, pourrait arriver un moment où il manque de transversalité pour supporter l'efficacité énergétique. Les contributeurs à l'élaboration du PG sont mal identifiés dans le projet. On ne sait pas trop qui va faire ça. Ils sont identifiés, mais il y a un manque de joueurs ou de parties prenantes qui seraient importants à participer à l'élaboration. Euh, on voit bien aussi que le projet peut devenir un outil politique à court terme plutôt que d'être une vision à plus long terme pour arriver à 2040 et 2050 et vraiment avoir une société, une économie décarbonée. Donc, attention au risque de politiser la chose. En fait, il y a aussi au niveau, le dernier point en bas de ma petite liste, c'est les enjeux de gouvernance. Alors, les enjeux de gouvernance, autant de la que d'Hydro-Québec, on remarque euh, euh, que le nombre de régisseurs à la Régie de l'énergie, au lieu d'être actuellement le nombre de 12, on dit c'est au plus 12. Alors, si on dit au plus 12, c'est quoi le minimum? Parce qu'il faut être certain que la Régie de l'énergie soit bien euh, constituée. Donc, le fait de rajouter un flou sur le nombre de régisseurs de la régie, c'est un enjeu. Et le nombre de membres du CA d'Hydro-Québec qui passerait de 17 à une fourchette de 13 membres. Donc, ça fait quand même pas mal de membres du CA d'Hydro-Québec. Encore là, éviter capacité d'assurer une bonne gouvernance. C'est peut-être pas en réduisant le nombre de membres du CA, organisation essentielle, qu'on va arriver à- à- aux objectifs recherchés. Alors, ça, c'était succinctement notre positionnement par rapport au projet de loi 69. Puis, évidemment, j'ai exposé rapidement aussi qui est le CQ3E, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et dans nos publications et vous allez en apprendre davantage. Merci. Merci François. Donc, puis je veux juste dire que je sympathise tout à fait avec vous par rapport à la difficulté de naviguer en deux ministères pour toute la filière énergétique. Là, ça a comme doublé finalement tout le travail d'administration puis de cohérence, là. Mais on va espérer effectivement qu'avec le projet de loi, il y a une possibilité là, de ramener ça plus pour avoir une approche plus systémique dans la chaîne de valeur énergétique. En tout cas, c'est ce qu'on Oui. espère. Dans le fond, on espère revenir à Tech, Transition énergétique Québec. Oui. Euh, c'est Saif maintenant, Saif Bellani, donc de la Fonds d'Action qui va faire une présentation. Merci, puis la parole est à vous. Merci Laurent. Merci de nous accueillir ainsi que HEC aujourd'hui. Je vais mettre ma présentation à l'écran. Quelques instants. Voilà. Voilà. Je pars du principe que vous voyez ma présentation. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'abord la SOFIA, qui est un véhicule de financement innovant en termes d'efficacité énergétique, qui est géré par Fonds d'action gestion d'actifs en collaboration avec nos partenaires
Econolair. Si je prends, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques instants pour présenter Fonds d'Action Gestion d'Actifs, FGA plus simplement. Il s'agit d'une filiale détenue à 100% par Fonds d'Action, le fonds de pension à l'initiative de la CSN, et qui a été créée sur un constat assez simple, c'est que les institutionnels ou les investisseurs institutionnels au Québec et ailleurs ont de plus en plus d'intérêt d'investir dans des thèmes d'impact environnementaux comme sociaux, mais ont du mal à trouver les bons véhicules pour déployer du capital. FGA a été créé en 2022 pour leur donner ce genre de produits d'investissement en répondant essentiellement à 5 objectifs de développement durable tels que vous le voyez en bas de l'écran et permettre en même temps d'attirer plus de capital institutionnel et privé dans des sujets qui étaient peu ou pas adressés. Malgré notre jeune âge, on gère déjà à peu près 700 millions de dollars canadiens en termes de capitaux sous gestion. On a permis d'attirer plus de 50 investisseurs à travers le Canada, les États-Unis et l'Union européenne. Et le capital de ces investisseurs est aujourd'hui déployé et géré dans 65 projets. Ces projets, en fait, couvrent un spectre qu'on veut large et cohérent de thèmes d'investissement d'impact. Cela va des technologies en amont, en économie circulaire, par exemple, ce que vous voyez au milieu en tant que capital de risque, en allant au capital naturel et les marchés environnementaux, notamment les marchés carbone à travers notre fonds Enensis, l'accès à la propriété durable à travers Prime Accès et ce qui est aujourd'hui notre véhicule, je dirais, phare ou central, Sofiac, qui est notre levier d'infrastructure de transition énergétique. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de la Sofiac? Je vais commencer d'abord par le problème ou le constat derrière lequel ou à travers lequel la genèse de la Sofiac a commencé. Le secteur de l'efficacité énergétique, depuis un certain temps, est reconnu comme un pan de la transition énergétique important ou à fort impact. On dit souvent que la meilleure forme de décarbonation, c'est l'énergie qui n'a pas été consommée. Et ce secteur-là connaît d'autant plus de croissance qu'il y a une série de pressions réglementaires et d'incitatifs qui vont avec, qui ont été mis en place. Mais le marché était jusqu'à là fragmenté à 2 titres. D'abord, il était très concentré sur le secteur public, ce qu'on appelle le mass market, et peu au privé. Et dans le domaine privé, il y avait une variabilité assez importante entre des projets très grands et complexes et des petits projets qui ne passaient pas le seuil pour la plupart des financiers, ce qui laissait de fait la plupart des clients qui souhaitaient opérer des projets d'efficacité énergétique face à une offre de financement ou une structure de financement peu adaptée. C'est-à-dire que le client, d'un côté, devait choisir ses prestataires de services en termes d'efficacité énergétique, ce qu'on appelle des ESE, gérer leur scope de travail, gérer les contrats, et de l'autre côté, devait à la fois mettre une partie de son équité au travail et convaincre des financiers traditionnels, essentiellement des prêteurs bancaires, d'investir dans ce genre de projet. Si je vais un peu plus loin dans cette inadéquation du modèle traditionnel, il faut voir que les projets d'efficacité énergétique pour beaucoup d'industries ne sont pas forcément, autant il y a un consensus sur l'aspect ESG, ne sont pas pour autant en haut des priorités en termes de déploiement d'équité, car on parle souvent, à part des projets très spécifiques, de durée de rendement sur investissement, de payback, qui sont trop longues par rapport à ce que les compagnies souhaitent voir. A fortiori, les prêteurs sont à peu près dans la même situation, dans le sens où ils souhaitent voir des TRI qui sont plus élevés qu'une bonne partie des projets d'efficacité énergétique pris en isolation. Et en parlant de prêteurs, il faut voir que les compagnies industrielles les dernières années, surtout pendant la COVID, ont dû emprunter beaucoup
pour subvenir ou perpétuer leurs besoins, ce qui fait qu'ils étaient saturés en termes de ratio bancaire et ça rendait le financement de projets qui étaient considérés malheureusement comme non-core de la part de leurs actionnaires encore plus difficile. J'ai mentionné la taille des projets. Elle est assez hétéroclite, ce qui faisait qu'il y avait un besoin d'agrégation d'un portefeuille diversifié de projets pour que ça représente une thèse d'investissement investissable. La SOFIAC est venue justement casser ce carcan-là, surtout dans le monde privé, en changeant le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport, là, c'est un contraste par rapport au modèle qu'on a vu un peu plus tôt, la SOFIAC est une solution clé en main qui va venir au nom du client, financer intégralement, donc sans apport aucun du client, les projets en efficacité énergétique tels que convenus, choisir les ESE, gérer cette partie contractuelle aussi, et s'assurer que le scope de travail est implémenté. Et par la suite, afin de se rembourser de son investissement initial, la SOFIAC va avoir un partage des économies avérées qui sont mesurées et vérifiées par une tierce partie qui lui permet de repayer à la fois sa dette et son équité. Trois vertus à ce modèle-là qui a permis de débloquer ou d'enlever des barrières à l'adoption de projets d'efficacité énergétique, c'est que de un, ça alignait les rendements financiers de plusieurs parties prenantes. Les clients n'avaient plus à mettre leur équité au travail pour ce genre de projet sur des rendements qui leur paraissaient trop longs. Les prêteurs avaient une agrégation, une diversification de portefeuille qui faisait que le niveau de risque était tolérable ou gérable de leur côté. Et il faut voir que ça, c'est peut-être une subtilité un peu plus technique par rapport à l'aspect d'emprunt. Comme les repaiements du financement apporté par la SOFIAC est conditionnel à la réalisation et à la mesure de certaines économies d'énergie, elle est traitée comme une dette subordonnée ou conditionnelle qui, dans certains cas, peut être exclue des ratios bancaires des clients industriels, ce qui fait que ça ne dégrade pas leur situation, mais ça leur permet peut-être d'aller lever de la dette pour d'autres projets qui sont plus au centre de leur activité quotidienne. Alors, ce modèle-là qui est unique en son genre, qui a démarré au Québec, qui était étendu au Canada, qui est aujourd'hui présent même en Europe, a permis d'attirer une série d'intervenants financiers et étatiques qui voulaient s'impliquer plus dans le sujet, mais qui n'étaient pas présents. Fondation, notre maison mère, a été la première des institutions parce qu'elle a pris le pari de mettre en 2020 autour de 20 millions de dollars dans le sujet, ce qui a permis à son partenaire en équité Desjardins Gestion internationale d'actifs de lui emboîter le pas et de venir déployer de l'équité aussi dans le sujet. Cette équité a débloqué pour sa part de la dette privée, encore une fois à travers des joueurs canadiens majeurs, Fiera Capital d'un côté et la Banque d'infrastructure du Canada qui permet notamment d'avoir du financement catalytique qui va venir réduire le coût total de l'opération financière. Et nous sommes aussi chanceux et nous avons le plaisir d'avoir le soutien financier à la fois du gouvernement du Québec et canadien à travers une série de subventions. Donc, cette structure à étage entre de l'équité et de la dette et certaines subventions vient améliorer les rendements totaux d'un portefeuille diversifié. On parlera plus en détail d'à quoi ressemble ce portefeuille et permet aux gestionnaires, donc qui s'appelle Ecofonds, mais qui est un partenariat entre Fonds d'action gestion d'actifs et notre partenaire technique Econolaire, qui est un des pionniers et des leaders de la consultation technique en efficacité énergétique, d'aujourd'hui pouvoir déployer du capital dans des projets très intéressants. En parlant de déploiement de capital, aujourd'hui, quand on regarde nos décisions d'investissement, quand on envisage nos décisions d'investissement en tant qu'investisseur d'impact, on regarde deux grandes dimensions, la dimension financière,
où là, on va regarder des projets qui nous apportent autour de 7% de TRI en termes de rendement sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 15 ans, ce qui est une innovation en soi, puisque souvent on se concentrait sur des projets d'efficacité énergétique plutôt des paybacks de 5, 6, 7 ans. Donc, on vient rallonger ces durées de payback et nous permettre d'étendre le spectre des mesures à prendre en termes d'efficacité énergétique. Bien sûr, on regarde aussi l'impact. Tout cela est fait avec l'impact environnemental en tête. On vise un évitement, une réduction de GES par rapport à la baseline de laquelle on parle d'au moins 41%. Je dirais qu'aujourd'hui, le portefeuille est entre 50 et 60%. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour chaque million de dollars qu'on investit des 185 millions qu'on a vu précédemment, on déplace presque 400 tonnes de CO2 équivalent. Il y a aussi, évidemment, selon la nature des projets, les projets plus électriques vont aussi libérer de la capacité, surtout de pointe, sur le réseau. Commence à développer un portefeuille très intéressant. Il y a 5 projets aujourd'hui en construction avec des logos que vous reconnaissez aujourd'hui. Mais plus le temps passe et que la formule est connue, et plus on reçoit de l'intérêt de joueurs majeurs industriels et privés. Ce n'est que le début. La Sofiaca a permis de prouver le concept. On a déjà exporté le modèle en France. On a clôturé récemment 200 millions d'euros pour reproduire le modèle sur le marché européen qui a à peu près les mêmes enjeux qu'ici. Et on travaille déjà à la structuration du prochain véhicule Sofiac au Canada, Sofiac Canada 2, qui va venir dédoubler non seulement le capital, mais l'impact qu'on cherche à avoir d'un point de vue environnemental. Merci, voilà, c'est tout de mon côté pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Steph. Super intéressant. Donc, ça va être Michel qui va clore la conférence avec des exemples concrets, avec des chiffres pour nous montrer que le modèle de Sofiac fonctionne. Donc, c'est à vous, Michel. Bonjour à tous. Merci, Joanne, de l'opportunité. C'est bien apprécié de pouvoir partager notre avancement avec la Sofiac. Alors, oui, mon nom est Michel Méthode. Je suis avec la Sofiac depuis le début. Ça fait plus de 4 ans maintenant que j'y travaille. On a travaillé au concept initialement. Et on travaille au déploiement maintenant des capitaux qui sont mis à notre disposition, tel que disait tantôt mon collègue Safe. Alors, oui, la Sofiac, c'est un véhicule. On met, disons, on a développé un fonds, on a adjoint l'argent à la capacité de servir, alors on a vraiment un véhicule actif de mise en œuvre qui fonctionne. On a plusieurs projets en développement, on en a 5 en construction ou pratiquement construits, et il y a pratiquement 16 projets là, sur lesquels on travaille là, actuellement. Alors, l'idée, c'est d'accélérer la transition énergétique en mettant du capital à rendement modeste au bon soin là, des entreprises privées. La CFIAC, ce qu'il faut comprendre également, c'est que c'est un modèle de partage d'économies. Habituellement, on met environ 85% des économies générées par nos actifs au service de la dette et on laisse tout de même là, 15% habituellement en cash flow favorable aux entreprises avec lesquelles on travaille. Alors, on génère de l'encaisse suite à nos projets également. Et l'idée, ben, c'est de lutter contre les changements climatiques. Ce qu'on fait, ben, on met des dollars d'économie, des dollars de coûts évités en énergie au service de la décarbonation. Alors, on prend l'usufruit, qui est un dollar d'économie, et on essaie de financer des mesures lourdes de décarbonation là, qui y sont associées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la SOFIAC, puis Safe l'a bien exprimé tantôt, il y a un petit peu de redondance, mais l'investissement est remboursé exclusivement par les économies générées. Alors, il n'y a aucun déboursé là, de la part du client, il n'y a aucun capital à mettre. Notre équité nous permet de couvrir les mises de fonds là, sur nos projets. Et on développe, c'est un service complet, on développe, on met en place, on identifie les projets et on fait une période de suivi là, par la suite. Les obstacles, on en a rencontré, puis on a essayé de catégoriser un peu les obstacles, puis essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on a designé la Sofiac là, pour attaquer chacun des obstacles qui étaient rencontrés. Entre autres, l'absence de financement adapté, à savoir la recherche de bénéfices à court terme également. Les privés sont toujours un peu à la recherche là, du projet miracle là, qui se paye en 1 an, 2 ans, 3 ans. Lorsqu'on débarque avec un objectif,
on bâtit là, des programmes financiers sur 15 ans, ça change la donne. Nos objectifs de rendement modestes permettent là, d'étendre grandement les périodes de recouvrement, ce qui aide grandement là, la prise de décision là, de ce côté-là. L'offre complexe, oui, faire de l'efficacité énergétique, c'est de l'ingénierie de détail, c'est de l'ingénierie appliquée. C'est du sur-mesure. Il n'y a pas deux immeubles, il n'y a pas deux infrastructures industrielles en production d'eau chaude, d'eau froide qui est semblable. Alors, il faut vraiment adapter les solutions. Et il y a une portion design-construction qui doit être arrimée de façon extrêmement intime. Et c'est le genre de développement là, qu'on réussit à faire avec nos entreprises ESE partenaires. Dont François parlait tantôt. Plusieurs de ces entreprises-là sont membres également là, du CQ3E. Manque de confiance, manque de connaissances, on amène énormément de capacité au niveau de l'industrie. Beaucoup d'expérience est amenée à table justement pour conforter les clients, pour développer les projets. Et il y a une perception de risque également qu'on a réussi à dissimer. Oui, on est une dette subordonnée. Il y a une conditionnalité de remboursement, à savoir qu'il doit y avoir des économies tangibles, mesurées, qui doivent venir au remboursement de la dette. Alors, ça qualifie. On n'a pas d'impact ou peu d'impact là, sur les ratios d'emprunt de nos clients, ce qui est ce qui est une très bonne caractéristique là, de notre fonds. Flot de trésorerie positif, comme je vous dis tantôt, on laisse tout de même une portion des économies là, au client, ce qui lui permet là, de générer un encaisse favorable qui peut être appliqué sur de l'APEX pour bonifier ses installations également. Il y a une prise en charge complète. Vous avez vu, on est en intermédiation complète. On fait vraiment l'acquisition du projet. Alors, on va en approvisionnement, on choisit notre partenaire ESE. On travaille en collaboration avec le client, avec le partenaire ESE. Nous-mêmes, on essaie de modeler là, la solution pour qu'elle soit pérenne, qu'elle soit prédictible. Alors, tout cet aspect-là là, est couvert par l'intermédiation de la SOFIAC. Intermédiation, on travaille en pare-feu également. Là. On crée un genre de pare-feu technique là, pour le client, du fait que l'infrastructure nous est livrée à nous. Et du côté financier, au niveau solvabilité, ben oui, on prend un engagement 15 ans sur une dette sans recours qui est quand même assez unique là, sur le marché à cet effet-là. Et les ESCO, oui, assurent clairement aussi, tout le risque associé au design, coût de construction, levée de subvention, échéancier, tout ça est assumé actuellement là, par la SOFIAC et son ESCO dans le cadre du projet. On a vu 5 projets tantôt. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on a actuellement là, en développement. Alors, il y a plusieurs projets autres qui sont en développement présentement. On a pratiquement 130, 150 millions en développement. On a sécurisé on a un pipeline d'environ 250 millions aussi de projets à venir. Alors, il y a vraiment un intérêt important là, pour la SOFIAC. Et on focalise exclusivement sur le marché privé, à savoir le secteur commercial, les édifices à bureaux, le résidentiel, multirésidentiel. On doit faire tout de même de l'agrégation au niveau résidentiel, avoir plusieurs unités. On vise habituellement de 5, 600, 700 unités là, agrégées pour faire un projet d'efficacité énergétique. Et le secteur industriel qui s'est montré extrêmement intéressé là, par notre offre. On reste sur le périmètre des procédés industriels habituellement. On fait de la production de chaud, froid, récupération d'énergie. On essaye de se tenir loin là, du cœur des productions industrielles, mais il y a une demande là, quand même relativement importante là, à cet effet-là. Alors, il n'y a aucun risque, aucun investissement requis. C'est un peu notre proposition à valeur unique. Projet clé en main, l'aspect pare-feu qui est vraiment ciblé. Disponible à travers le Canada et en Europe. On a un fonds qui est lancé aussi également en Europe. Et c'est un investissement là, remboursé exclusivement par les économies démontrées. Une offre SOFIAC, c'est relativement simple. On doit faire un paramétrage. On définit le carré de sable, la grosseur de la boîte, et par la suite, on va en développement pour essayer de dégager le projet ayant le plus d'impact au niveau décarbonation, au niveau création de valeur. On essaie finalement de dégager la plus grande valeur monétaire possible sur les intervalles qu'on s'est donnés. Alors, les niveaux de partage d'économie sont juste c'est ça. Les niveaux de partage d'économie sont définis avec les clients. C'est quelque chose
sur lesquels on s'accorde mutuellement. Habituellement, je dirais que pratiquement 90% de nos projets ce sont sur un ratio de partage 85-15 actuellement. Les taux d'indexation d'énergie également sont fixés. On ne prend pas de risque là, au niveau de l'indexation d'énergie. On définit les points d'entrée au niveau du prix de l'énergie et on y applique là, une indexation entendue contractuellement là, sur une période de 15 ans. Les mesures d'efficacité énergétique également entendues avec le client. Plusieurs clients ont des projets déjà dans les cartons. On essaie de les inclure dans nos projets pour régler là, des soucis opérationnels souvent qui sont liés à des équipements vieillissants. On essaie de les inclure là, dans nos projets. Exclusion si requis, une approche d'approvisionnement également. On essaie souvent, les clients ont leur partenaire au niveau contracting, au niveau de l'ESE. Le partenaire est déjà identifié. Alors, il y a une possibilité d'aller au marché, aller en appel de proposition ou utiliser là, de gré à gré une ESCO qui est déjà engagée là, sur certains projets. Et oui, au cœur de tout ça, ben, il y a un plan de mesure vérification qui doit être très robuste, qui doit être très factuel, qui doit être basé sur de la mesure directe, qui est développé également conjointement avec le client. Des projets réels sur lesquels celui-ci est construit. C'est un collège privé, là, collège Jean de Lamennais, sur la rive sud de la Prairie. L'immeuble principal date de la fin du 19e siècle. Alors, une vieille infrastructure qui a vécu plusieurs expansions, qu'on a réussi là, à mettre sous un seul parapluie avec une approche là, en efficacité énergétique totale. Alors, on fait de la récupération de chaleur, chauffage par thermopompage. On utilise des vieux calorifères en fonte avec un réseau hydraulique et on y amène la chaleur moderne, comme je dis. On développe là, par aérothermie une chaleur qui rencontre les besoins. Et puis, on a fait de la remise au point de l'ensemble des systèmes. On réussit à décarboner à hauteur de 57 et on a créé là, une économie annuelle de près de 260 000 qui est partagée avec les clients à hauteur là, je crois que dans ce cas-ci, on est à 90,10 pour le client. C'est une OBNL, peu d'argent disponible. On a réussi à faire quelque chose de bien sans apport aucun là, de fonds de l'entreprise. On a quatre projets actuellement dans les collèges privés là, qui sont en développement. IBM, grand succès. La construction est pratiquement complétée. Il reste uniquement la livraison finale là, d'une dernière mesure. On a 11 millions et plus là, d'équipements, d'actifs qui a été mis sur le plancher. On a travaillé avec Écosystème sur ce projet-là. C'est un projet qui était déjà lancé, malheureusement, en attente de fonds, qui était beaucoup plus petit, pratiquement au tiers de la valeur que vous voyez ici. On a réussi à détendre l'investissement, faire une décarbonation beaucoup plus importante là, en détendant l'investissement. Et on décarbonise le site, qui est un site de plus d'1 million de pieds carrés, là, à hauteur de 70 des émissions annuelles. On retire pratiquement 3000 tonnes là, d'émissions. C'est de la récupération de chaleur. Ce qu'il faut savoir, IBM, c'est un site qui est exothermique. Il y a énormément de production qui génère de la chaleur. L'idée était de capter tous ces rejets-là et les réinjecter là, et les recycler finalement dans une boucle de captation de chaleur par thermopompage. On a également installé une chaudière électrique hors pointe. On a fait de l'électrification de la production de chaleur. Ce qui est important, tous nos projets, les quatre projets que je vous présente ici, ont tous une composante là, de gestion de la pointe électrique relativement importante. Alors, on électrifie, mais du même coup, on électrifie bien en permettant là, un effaçage de pointe important là, suite à ça. Et de l'éclairage haute d'aile, il restait de l'éclairage à compléter, éclairage extérieur qui était l'éclairage traditionnel qui a été converti au DEL là, par la suite. Et un mur solaire, beaucoup d'amener d'air neuf chez IBM, on ventile énormément. Alors, on a mis simplement un capteur solaire passif là, pour faire du préchauffage sur les amener d'air. Anne-Marie Bio, qui est l'ancien centre de recherche d'AstraZeneca, maintenant l'Institut Néomed. Bâtiment relativement moderne, construit dans les années 90. Sous-utilisé. Il y avait beaucoup de technologies sur le plancher là, qui étaient sous-utilisées ou mal utilisées. On a réussi à aller chercher plus de capacité là, au niveau d'une chauffe par thermopompage.
Le réseau d'eau refroidie qui était mal utilisé également. Il y avait 2 bâtiments. On a réussi à faire du partage d'infrastructures de création de froid, alors, ce qui est une bonne chose. Gestion de la demande électrique également implantée à travers le site. Et ventilation sur demande. C'est un centre de recherche. On ventile, comme on dit, on ventile à plein pot en tout temps. Alors là, on va faire plutôt de la gestion de la ventilation en fonction d'un mesurage précis là, des conditions ambiantes. Alors, c'est un système de contrôle qui va être élaboré. On fait ça en partenariat actuellement là, avec Siemens. Et c'est un client de longue date là, de Siemens qui a décidé de se lancer là, en projet de décarbonation efficace énergétique. Un investissement de 3 millions de dollars pour nous, pour une décarbonation de 60 environ. Le projet est avancé en construction à hauteur de 70 environ là, à ce moment-ci. Un autre projet qui est en démarrage de construction, Aéroport de Montréal, une OBNL. C'est un marché qu'on ne ciblait pas initialement. On ciblait surtout le secteur privé. Mais on s'est aperçu que les OBNL avaient quand même un plein contrôle sur leur destinée. Alors, ils pouvaient s'allier à un financier, à notre véhicule, finalement. Et on a réussi à dégager un projet là, de plus de 13 millions. Une décarbonation de 50 Il faut savoir qu'ADM est quand même un aéroport extrêmement efficace au niveau efficacité énergétique. Puis ça, en comparaison avec d'autres aérogares là, à travers l'Amérique du Nord. Et on a réussi tout de même là, à décarboner à hauteur de 50 des installations. On devrait démarrer ça bientôt. Il y a beaucoup d'optimisation d'infrastructures existantes. Les réseaux de chauffage étaient bien déployés. Malheureusement, on n'avait pas les technologies à l'époque. On va faire du thermopompage haute température, une technologie qui n'était pas disponible, qu'on va déployer là, à l'aérogaz, ce qui va permettre là, de pratiquement réduire la consommation de gaz là, de 50 L'éclairage, très important, c'est une mesure. On fait, comme vous voyez, tous nos projets sont un faisceau de mesures d'efficacité énergétique. Alors, il y en a des plus rentables, pour dire qu'ils ils ont des paybacks beaucoup plus intéressants. Et ces mesures-là permettent de tirer sur des mesures beaucoup plus lourdes. À savoir, le thermopompage haute température est un investissement sur une période de près de 17-18 ans de simple payback. Mais avec les deux mesures, on arrive à équilibrer puis trouver un équilibre là, pour pouvoir décarboner. Alors, encore là, c'est les dollars d'économie d'énergie au service de la décarbonation qui permettent de faire des projets semblants. Également, ce qu'on peut faire avec nos projets, au niveau finance, c'est sûr qu'il y a des bénéfices très importants. Il y a une meilleure compétitivité des infrastructures. Beaucoup d'entreprises privées également ont des objectifs ESG très agressifs. Ça leur permet de les mettre en œuvre de façon rapide, d'atteindre là, des décarbonations à hauteur de 30, 40, 50 de façon très rapide et de réduire les coûts d'exploitation également. Beaucoup de CAPEX évités. On essaye de, 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 de prendre soin d'équipements vieillissants. On essaie de remplacer des équipements vieillissants. Pas les remplacer directement, mais plutôt les mettre à jour et les moderniser. Beaucoup de certifications. Plusieurs clients nous ont demandé une certification ISO 50001 qu'on a réussi à développer au cœur du projet. Alors, c'est autofinancé à même le projet. Et comme je vous dis depuis le début, on vise une décarbonation très importante. Une chose qui tombe dans l'oubli aussi, là, la dépréviation là, de toutes les substances qui affectaient la couche d'ozone. Alors, on arrive, les réfrigérants, les R22, le R22, entre autres, qui est en phase-out, on a réussi à adresser là, beaucoup de problèmes liés aux réfrigérants vieillissants qui sont en phase-out. On essaie de les inclure également au projet. Et le plus est de faire de la décarbonation importante, compte tenu que ces réfrigérants-là ont un impact très important, là, des facteurs d'équivalent CO2 extrêmement importants. Alors, c'est notre mission. Alors, accélérer mettre en action, mettre la mise en œuvre, c'est d'adjoindre les fonds à la capacité de servir les projets. C'est ce que la SOFIAC a réussi et on continue à déployer notre premier fonds. On devrait le compléter là, dans un an et demi environ. Et il y a une SOFIAC 2 là, qui est prévue à très court terme et on a lancé en Europe là, le même modèle avec des fonds européens. Alors, je vous remercie. Joanne, je vais te retourner la parole. Merci beaucoup, Michel. Peut-être que tous les conférenciers peuvent se rejoindre. Ouais.
Il y a 9 questions, on a 10 minutes, donc si on peut donner des réponses courtes Mhm. pour essayer d'en couvrir le plus possible. Mais la première question, c'est concernant le PGIR, à savoir que ça reste à être élaboré, puis on voulait savoir si on ne pense pas que le gouvernement va consulter à ce sujet le moment venu, mais moi, pour l'instant, c'est justement le gros mystère, là. Je pense qu'il n'y a personne qui sait Mhm. ça va être quoi la formule, en fait, qu'ils vont prendre, puis dans quelle mesure il va y avoir une participation externe là, au processus. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez, vous, des accès à Ben, l'information plus que ce qui a été émis publiquement dans le moi, projet de loi. si je peux me permettre, là, je voulais projeter quelque chose, mais on n'aura pas le temps. Mais juste la simple lecture de l'article de la loi qui parle de la constitution là, du PGIR ou la création du PGIR. Le ministre établit le plan avec les orientations gouvernementales. Le ministre s'adjoint Hydro-Québec et ainsi que d'autres titulaires de droits de distribution d'électricité. Donc, c'est vraiment ciblé, là, ministère Hydro-Québec. Et là, après ça, il y a un paragraphe qui dit le ministère peut demander à un autre ministre, à un organisme. Alors, tout le champ est ouvert. Il n'y a pas Mhm. d'encadrement. Alors, qui va participer à Ouais, l'élaboration du PG, c'est inconnu pour l'instant, là. une bonne question. Si vous avez une réponse, écrivez-nous. La prochaine question, ça dit bonjour, quelle place au SPV? Je crois que ça, c'est des fonds communs de créance. En anglais, c'est Special Purpose Vehicle. Peut-être, Safe, toi, tu peux répondre. Donc, la personne dit quelle place au SPV comme véhicule de financement, quel avenir? Tout à fait. Ben, aujourd'hui, la Sofiac est structurée comme ce qu'on appelle une société en commandite, mais on aurait pu procéder par SPV. Je pense que pour garder l'esprit et les objectifs de la Sofiac, un certain niveau de diversification en termes de type de projet, de durée de rendement, de secteur aussi, qu'il faut mettre ensemble. Donc, ça serait plutôt un SPV dans lequel il y aurait plusieurs projets de nature différente pour faire un portefeuille composite plutôt qu'un SPV dédié à un projet, à moins que ce soit un gros projet qui, de toute façon, aurait eu moins de mal à se financer pour que ça fasse du sens, mais c'est une option tout à fait viable financièrement. La prochaine question, peut-être, je ne sais pas, Michel, vous pourrez vous essayer, mais ça dit, considérez-vous comme légitime le renouvellement d'équipements de combustion au gaz naturel renouvelable, considérant l'existence de technologies électriques de déplacement des charges et que les consommations de GNR ne s'additionnent pas au volume exigé par la réglementation du Québec? Oui, je peux répondre à Jean-Pierre. Oui, on n'installe pas de nouvelles technologies ou très peu de nouvelles technologies gazières. Ce qu'on fait habituellement, c'est du stockage thermique. On essaie d'utiliser la technologie au mieux de notre possibilité. C'est sûr que la pointe électrique hivernale est souvent le gros souci qu'on doit passer. Nos thermopompes sont bonnes là, jusqu'à des températures de moins 20, moins 25. Si on regarde le projet d'aéroport de Montréal, on a installé une thermopompe haute température sur Lactalis également. On a une température de 85 degrés C, là, ce qui permet de faire de la chauffe de haute qualité, qui déplace, oui, de la consommation de gaz, de la vapeur, entre autres dans ce cas-ci. Alors, on utilise vraiment les technologies possibles là, sur le plancher. Et oui, le stockage thermique, autant au niveau d'une citerne ou d'une batterie thermique ou d'un stockage thermique peut être possible aussi. Alors, on utilise toutes les technologies possibles et on essaie d'en faire le mieux possible, hein, de faire le mieux possible. Mm. Ouais. Merci. Je pense que si je peux ajouter, parce que Oui, ça va vas-y. répondre à la question de M. Beaumier également, là. Oui. Nous, en général, les entreprises qui réalisent des projets se trouvent dans une situation où elles doivent réaliser des projets qui fonctionnent à la fois économiquement, qui fonctionnent sur le plan de réduction des GES, puis on ne peut pas s'empêcher, dans certains cas, de garder un minimum de gaz naturel, peut-être du gaz naturel d'origine renouvelable, c'est encore mieux, pour justement, comme j'ai dit tantôt, dans nos trois piliers, là, ne pas remplacer un problème par un autre, là. On n'y arrivera pas. Si on se met comme objectif d'être
de jamais permettre les combustibles fossiles dans les projets, on va probablement rater la cible. Il faut peut-être Mhm. accepter que c'est un équilibre entre deux problèmes et puis il faut jongler avec ça, là. Ouais. Donc, Non, puis, le gaz ou le combustible, surtout le gaz, est un outil non pas d'efficacité énergétique, mais c'est dans les trois piliers, il est dans le troisième, là. C'est la mhm. gestion de la pointe. C'est un outil de gestion de pointe. Ouais. Non, puis faire une décarbonation très importante aussi, là. Vous avez vu le projet d'IBM qui est montré à moins plus de 70% ici, mais c'est 86% le chiffre, là. Si on réussit à décarboner une infrastructure d'1 million de pieds carrés à moins 86, en continuant malheureusement à brûler du gaz, on ne pourra pas faire un net zéro nécessairement. Mais en autofinancement, sur un investissement à 15 ans, je crois qu'on fait une grande part du travail à faire. Et oui, il y aura potentiellement une chaudière électrique qui sera peut-être requise, qui ne sera pas en autofinancement, mais qui sera possible d'amener la décarbonation totale et complète. Mais oui, on donne les grands coups, on est capable de faire du moins 50 assez aisément. Et je pense que c'est le travail qu'on doit faire là, en urgence aujourd'hui pour décarboner notre industrie. Mm. Mm. Il y a quelqu'un qui pose une question, mais je pense que vous l'avez, Michel, déjà touché dans votre Mm. présentation. Il disait comment voyez-vous la SOFIAC dans la mise en place de la norme internationale comme la norme 14001, ISO 14001, pour permettre aux entreprises de se démarquer de la compétition. Mais je pense que vous aviez expliqué que c'est Mhm. justement ça que ça permet de faire, entre autres, comme ISO 50001 et d'autres types de certificats. Je vais peut-être prendre celle qui est plus longue, qui est adressée à vous, Michel. Par Oui. après, qui est intéressante quand même, ça dit, Monsieur Métaux, est-ce que la SOFIAC pourrait financer des municipalités rurales à convertir leur chauffage institutionnel à la biomasse locale? Actuellement, si je pars de ce chauffage électrique, il n'y a pas de subvention globale. Or, utiliser la biomasse résiduelle, donc jetée et émettrice de GES inutilisée, permettrait de libérer beaucoup d'énergie électrique pouvant être utilisée ailleurs et diminuer beaucoup l'usage d'énergie fossile. Donc, je veux dire, la question est très longue, mais je dirais, est-ce qu'il y aurait cette option-là d'explorer plus à l'échelle des municipalités, disons, ou des villes? Oui. On a une initiative actuellement qui touche les bâtiments, tout le domaine bâti, l'éclairage également au niveau des municipalités. Actuellement, on n'a pas vraiment d'initiative là, pour gérer avec la biomasse ou chauffer. On pourrait chauffer avec la biomasse forestière. Certaines régions le font actuellement. On pourrait le faire, mais c'est du cas par cas. Il faudrait vraiment regarder là, les besoins, les approvisionnements, surtout là, des municipalités, puis voir si on est capable d'agréger là, un portfolio qui permet de faire un grand projet avec, je pense que ça prendrait une alliance là, de quelques municipalités régionales pour faire ce type de projet-là. Mais c'est un beau défi. On ne dit pas non, mais il faudrait s'asseoir ensemble pour essayer d'élaborer quelque chose, hein. Des projets pilotes, c'est ça le mot-clé. Ouais. Dans la même veine, il y a quelqu'un qui demande si vous aviez en tête de faire justement la possibilité de faire des projets dans le milieu hospitalier, comme vous en faites pour l'éducation. Puis c'est sûr que les hôpitaux, ça pourrait être intéressant là, pour avoir une pierre deux coups dans les économies financières. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on en fait en éducation, mais en éducation privée. Alors, Hum. malheureusement, Ah, la loi des approvisionnements actuellement ne nous permet pas ah. de faire OK, affaire ben, bonne dans ce note pour domaine. ceux qui sont au MEIE ou C'est ça, MELCC exactement. Puis dans oui, la réforme de la réglementation, là, Sofiac peut-être. public, c'est ça, avec des gens imputables pour construire, déployer des capitaux, ça serait une belle solution, ouais. Mais non, la Sofiac focalise exclusivement là, sur le secteur privé et les OBNL. C'est comme ça qu'il faut OK, voir, là. ben, ça répond à l'autre question qui dit est-ce que vous avez des exemples des bâtiments d'habitation? Je ne suis pas sûre, comme s'ils veulent dire peut-être des agglomérations, là, c'est des trucs avec des constructeurs ou des développeurs. Au niveau de la nouvelle construction, Multi-logements, là. oui, on n'est pas présent au niveau de la nouvelle construction. Au niveau du multirésidentiel, on a quelques cibles actuellement. On n'a pas de projet en développement. On a deux propriétaires là, de multirésidentiel importants là, avec qui on préfère affaire. Le problème, c'est un peu la fragmentation de la facture énergétique aussi. Il faut des baux bruts. Alors, où est-ce que le propriétaire est responsable de la facture énergétique pour que l'actif soit lié là, au coût énergétique? Mais il y a possibilité
de faire des projets là, en multirésidentiel. Ça prend tout de même, on parle de 500, 600, 700 portes là, pour faire un projet d'envergure qui permet, qui a la masse critique requise là, pour qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Constate est midi et il y a encore des questions, mais pour respecter les temps, Mhm. puis évidemment, plusieurs personnes vont aller luncher. Mhm. Je vais terminer ici, mais évidemment, n'hésitez pas à contacter directement les conférenciers si vous avez des questions. Puis la conférence, elle a été enregistrée, elle va être mise sur le site web de YouTube de la chaire et les présentations PowerPoint vont également être disponibles. Je vais tout envoyer ça Mhm. aux participants. Donc, voilà. Puis, si vous voulez connaître nos prochaines activités, vous pouvez aller sur le site de la chaire ou bien vous joindre à notre LinkedIn de HEC Énergie sur LinkedIn. Donc, voilà. Merci Mhm. beaucoup et passez un bon heure du midi. Merci bien. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.